On voulait évoquer cette principale information de ces dernières heures en Russie. Pour la troisième fois depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine augmente le nombre de forces russes sur le terrain en Ukraine. Le chef du Kremlin, si vous nous avez suivis, vous le savez, a signé un décret en ce sens, on l'a appris hier, pour porter le nombre de soldats à 1 500 000. Et voici comment Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'en est expliqué à la mi-journée. Le nombre de menaces qui pèsent sur notre pays le long du périmètre de nos frontières a grandement augmenté. Cela est dû à l'hostilité extrême des puissances occidentales, à l'instabilité des frontières orientales, ce qui nécessite de prendre des mesures appropriées. Magali Berthès, quand il parle de menaces, il parle notamment de ce flanc Est, de toute cette remilitarisation, de cette menace aussi de l'OTAN, de la Finlande. C'est de tout cela dont parle là Dmitri Peskov. C'est-à-dire qu'il justifie en fait l'augmentation en effet des effectifs de l'armée russe par le fait que les menaces n'ont jamais été si grandes pour la Russie, notamment évidemment avec la guerre en Ukraine, derrière laquelle se cacherait évidemment une guerre que l'OTAN ferait à la Russie, d'après le narratif russe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce recrutement qui a été lancé, qui a été accéléré au début de la guerre, chaque année s'accélère un peu plus. La troisième fois. Les chiffres montrent quand même une progression constante de ces effectifs. Et manifestement, mais Jérôme nous le dira bien, mais cette campagne de recrutement, elle semble fonctionner parce que il y a en effet de plus en plus de Russes qui s'engagent, qui sont appâtés évidemment par les primes qui ont... Jérôme va nous donner le montant dans un instant, c'est colossal. Ouais. Donc il y a une volonté, avec toutes ces campagnes de recrutement que l'on voit à l'antenne, tous les avantages qui sont donnés aux soldats russes qui s'engagent, il y a vraiment une volonté de grossir, de réorganiser l'armée dans la perspective d'une guerre longue. Tout ça pour empêcher aussi une mobilisation générale. C'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment les Russes pour les mettre sur le front, mais ça évite la mobilisation, ça évite la gronde au sein aussi de la population russe qui s'engage volontairement. Et c'est toujours l'Occident qui crée la menace, nous dit Dmitri Peskov. Jérôme Garot, vous êtes donc avec nous pour qu'on comprenne bien tout ce qui s'est dit sur ce décret qui entrera en vigueur le 1er décembre, qui nous dit que l'armée devra comprendre 2 390 000 membres, et on l'a vu s'afficher sur l'écran, 1 500 000 soldats. On inclut qui, Jérôme, dans ces 1 500 000 soldats ? Oui, en fait, hier, en réalité, ce sont deux chiffres qui ont été annoncés. Ce premier chiffre de 2 millions, quasiment 400 000 hommes. Mais là, ce sont toutes les forces armées de Russie qui comprennent le ministère de la Défense, donc aussi l'administration, vous voyez. Tandis que 1,5 million, là, on parle de purs militaires, de purs soldats. Alors, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Déjà, en 2022, c'était à peu près 1 100 000 hommes. 2023, 1 300 000 hommes. Et maintenant, 1 500 000 hommes. Il y a ces campagnes de recrutement qui permettent à l'armée russe d'atteindre ses objectifs. Là, pour cette année, pour les 6 premiers mois de l'année, d'après les autorités russes, il y aurait 200 000 nouveaux contrats signés. Et voilà, ce sont des estimations qui sont jugées à peu près crédibles par les services de renseignement occidentaux. Alors, deux questions. Ces soldats qui décident de s'engager, est-ce qu'ils s'engagent par devoir patriotique ou uniquement pour l'argent? Parce que ces sommes, et vous allez nous les rappeler, sont colossales, je le disais. Et est-ce qu'il y a des différences, Jérôme, entre, par exemple, les jeunes moscovites que vous avez pu rencontrer récemment et leurs homologues que vous avez pu rencontrer à la porte d'entrée de la Sibérie, notamment en Bachkirie la semaine dernière? Est-ce qu'il y a deux avis qui diffèrent là? Oui, alors je dirais qu'il y a un mélange de plusieurs facteurs. C'est évident que ces primes, ces salaires, c'est quelque chose d'universel. L'argent attire forcément de nouvelles recrues. Le salaire de l'armée a d'ailleurs été doublé il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois, sur demande de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, un nouveau contractuel va toucher l'équivalent de 4 000 € par mois. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, en Russie, le salaire moyen aussi entre 700 et 800 € par mois. Donc vous voyez, ce sont des sommes vraiment considérables et encore plus importantes lorsque vous vous trouvez dans une région un petit peu plus défavorisée comme la Bachkirie, la République de Bachkirie, tout près du Kazakhstan. C'est là qu'on s'est rendu récemment pour faire un reportage. Mais il ne faut pas négliger non plus le patriotisme qui existe en Russie, mais on va dire un patriotisme un petit peu mélangé à une forme de résignation, d'obéissance au pouvoir central. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout
dans cette Russie profonde, dans ces régions un petit peu plus reculées. Alors, pour un petit peu nuancer l'avantage qu'offrent ces primes de l'armée, on a discuté avec d'anciens soldats, d'anciens militaires revenus du front, qui nous disaient qu'en réalité, une grande partie de cet argent est dépensée directement sur le front pour s'acheter de l'équipement de qualité, des gilets pare-balles, ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est aussi utilisé pour pallier aux problèmes d'approvisionnement de l'armée russe. Alors Jérôme, je disais que le maire de Moscou a décidé d'ajouter une prime à la signature. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que lui ne faisait pas vraiment pression, si je ne me trompe pas, sur les jeunes hommes qui étaient aptes à combattre et à s'engager. Certains affirmaient même qu'il protégeait jusque-là sa population. Oui, il y a un paradoxe en réalité. Moscou, c'est une ville énorme, très peuplée. Il y a plus de 13 millions d'habitants quand même. Donc ça devrait être un bassin important, un réservoir pour l'armée russe. Et comparativement à la taille de la population, finalement, vous avez assez peu de monde qui s'engage. Et l'armée, sur demande de Vladimir Poutine, l'armée a des besoins grandissants. Donc le maire de Moscou, Sobyanin, peut-être pour aussi répondre à ces demandes du Kremlin, essaye d'augmenter le nombre de recrues. Il y a une prime qui a été décidée, qui est offerte maintenant par la mairie de Moscou à chaque nouveau contrat. Vous avez un bonus de l'équivalent de 20 000 euros. Donc, plus le salaire de 4 000 euros par mois. Donc là, sur un an, ça fait l'équivalent de 52 000 euros net pour un nouveau soldat. Même à Moscou, où les salaires sont plus élevés qu'ailleurs en Russie, c'est une somme considérable. En plus de cela, vous avez une campagne d'affichage assez active. Là, j'étais dans le métro de Moscou cette semaine. Même au moment d'acheter votre ticket de métro sur la borne, sur l'écran, vous avez une publicité pour l'armée. Vous traversez les couloirs, vous allez voir des affiches, des kakémonos, des bureaux d'information tenus par l'armée russe. Il y a 7 millions de voyageurs par jour dans le métro moscovite. Donc, voilà, c'est pour ça que l'armée a investi cet endroit pour essayer de recruter. Mais en dépit de tout ça, pour les besoins du reportage qu'on prépare, j'ai essayé de trouver de jeunes hommes, de jeunes moscovites qui seraient prêts à signer un contrat. On a interviewé des gens un petit peu au hasard, des dizaines de personnes. Ça n'a pas valeur de sondage, mais j'ai trouvé personne qui était prêt à signer un contrat avec l'armée. Et ces jeunes Russes, d'ailleurs, de manière assez transparente, me disaient « Moi, vous pouvez me donner $1 million pour rien au monde, je n'irai là-bas. J'ai trop peur d'être blessé, handicapé ou d'être carrément tué. » Donc vous voyez, il y a une conscience du risque très très aiguë. Merci infiniment. Merci pour ce point très complet, Jérôme, en direct de Moscou, je le rappelle. Général Chovancy, on voit ces disparités dont nous parle Jérôme, mais globalement, ça fonctionne. Ils seront 15 à 20% au-dessus de leur objectif, ce qui est assez phénoménal après 30 mois de guerre, tout de même. Oui, alors il y a quand même l'aspect zone urbaine et zone non urbaine. En fait, c'est l'éternelle question Moscou qui résiste encore. Mais dans beaucoup d'autres pays, les urbains ne veulent pas vraiment. Ils ont appris ce que c'est que la vie assez facile, loin de la guerre. Bon, il y a un problème psychologique, sans aucun doute. Alors que dans les campagnes, finalement, les personnes sont beaucoup plus rustiques. Ça ne veut pas dire qu'elles soient débiles. Elles sont rustiques. Elles sont peut-être aussi dans des situations de pauvreté plus exacerbées que dans les villes. Quand vous voyez tous les reportages qu'on nous a présentés justement sur l'intérieur de la Russie, quand on voit les villages, je pense que c'était la France de 1944-1945. Voilà, donc on a quand même cet aspect-là. Bon, maintenant, l'attirance, effectivement, pour aller faire la guerre, il est certain que la solde est importante, et elle est même faramineuse quand on regarde bien. Et puis on comprend effectivement... Jusqu'à 5 à 6 fois, Jérôme le disait, 5 à 6 fois le salaire moyen russe. Voilà, donc il est de 700-800 euros. Et puis c'est surtout, ça évite de mobiliser, parce que finalement il y a comme des besoins humains importants. C'est aussi finalement l'appel indirectement au patriotisme. Et là, on peut se rattacher à tout le discours de Vladimir Poutine depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, et surtout peut-être même l'affaire de Koursk, quand on y pense bien. Qu'est-ce que ça apporte, l'affaire de Koursk? C'est la terre russe qui est attaquée, même si au départ, l'agression, elle est bien russe, en Ukraine. Mais là, c'est la terre russe qui est attaquée. Et je pense que le phénomène de patriotisme fait partie aussi de l'équation, pas uniquement, loin de là, mais ça en fait partie, parce qu'effectivement, la guerre est sur le territoire russe. Et peut-être c'est un effet qui n'était pas forcément attendu par le président Zelensky avec cette incursion, parce que s'il y avait eu vraiment une poussée militaire avec une vraie victoire militaire, c'est-à-dire pas uniquement se cantonner à une zone où on est circonscrit, mais par exemple vraiment menacer la ville de Koursk. Là, ça aurait été un peu différent. Mais là, on est dans une situation où finalement l'effet psychologique a été, à mon avis, négatif et a finalement incité un certain nombre de Russes, bon pas tous bien entendu, à se dire mais on est attaqué. Et puis le discours de Vladimir Poutine, ça correspond à cela. C'est l'OTAN qui nous agresse, c'est les pays occidentaux, c'est l'Ukraine. Bon, l'Ukraine n'existe pas. Donc beaucoup de paramètres qui font finalement que une partie de la population est réceptive à ces arguments, et que le discours de Vladimir Poutine est quand même bien amené et finit par amener des troupes nouvelles.
des soldats nouveaux, puisque quand on nous parle, effectivement, moi je suis un peu interpellé par les effectifs, les effectifs totaux. Finalement, il y a à peine 50% de militaires, ou peut-être 40, ou peut-être 60. 1 500 000 sur 2 390 000. Que font les autres parce que, est-ce que c'est l'industrie d'armement qui est concernée On n'en sait rien. Mais effectivement, comme l'a rappelé Jérôme Garot, on passe de 1 100 000 hommes qui étaient prévus qui existaient avant 2022, c'est ce qu'on avait estimé dans tous les revues spécialisées. On monte quand même à 200 000 300 000 hommes de plus, mais dedans, on oublie les pertes. Parce que finalement, c'est aussi un recomplètement de toutes les pertes qui ont eu lieu depuis maintenant 2 ans et demi. Alors combien, on n'en sait rien, mais mettons, on va... Servant avait des estimations, 600 000 de chaque côté, morts ou tués. La semaine dernière, c'était des informations... Morts ou blessés, pardon, qui nous donnaient la semaine dernière. Vous mettez un quart de tués, ça fait quand même plus de 120 000 hommes. C'est quand même pas mal. Donc le recomplètement, on est juste dans le recomplètement. Alors maintenant, effectivement, la ressource démographique russe va peut-être peser désormais sur le sort de la campagne. Alors on verra ça, parce que dans la deuxième partie du club, on verra justement qu'il y en a une qu'on parle, c'est une femme de soldat qui témoigne de façon anonyme et qui pointe du doigt l'aspect que vous soulevez. Magali, c'est vrai que tout est bon, puisque ça marche là, pour ne pas déclencher cette mobilisation qui, au début de la guerre, vous vous souvenez, avait entraîné la fuite de milliers de jeunes, justement, en dehors des frontières de la Russie. De centaines de milliers de Russes qui, en effet, avaient quitté la Russie pour ne pas avoir à s'engager. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, finalement, ce sont les seules images de protestation véritable qu'on ait vues depuis le début de la guerre, au moment où, justement, cette mobilisation partielle avait été décrétée. Et depuis, on voit bien à quel point Vladimir Poutine fait tout pour éviter d'avoir à remobiliser de manière autoritaire. Donc, tout est bon pour essayer, en effet, d'appâter, d'encourager, de convaincre qu'il faut aller s'engager. Alors, il y a ces salaires qui en effet, n'ont rien à voir avec le salaire médian. Et puis, il y a aussi des primes en cas de décès sur le front. La prime, c'est 120 000 euros 120 000, j'entendais ça. Un Russe qui serait tombé sur le front. Alors, encore faut-il que le corps soit ramené et que le soldat ne soit pas juste porté disparu. Mais 120 000 euros, c'est quand même... Certaines familles disent on n'aurait jamais pu toucher ça en plusieurs décennies. Voilà. Et puis, il y a quantité aussi d'avantages. Ce sont des crédits immobiliers facilités, les études des enfants qui sont pris en charge. Il y a ce genre d'avantages aussi qui sont mis en avant pour essayer de convaincre de s'engager. Mais c'est vrai que les pertes étant considérables, l'armée russe a besoin d'effectifs, surtout en plus que cette ligne de front, finalement, ne cesse de s'allonger. Il y a maintenant le Donbass où les pertes sont manifestement très, très, très importantes. Mais c'est vrai que les Ukrainiens expliquent qu'il y a 30, 40, 50 000 Russes qui sont partis dans cette région de Koursk attaquée par les Ukrainiens. Donc tout ça, ça nécessite quand même de plus en plus de soldats. Et ce qu'on voit bien, quand même, c'est une volonté de réorganiser, de rationaliser le fonctionnement de l'armée russe. C'est pour ça que le nouveau ministre de la Défense, d'ailleurs, a été nommé, réforme l'armée russe, avec en plus cette purge que l'on voit de généraux, d'anciens proches de l'ancien ministre de la Défense qui sont accusés de corruption, que l'on voit dans le box des accusés. Donc il y a vraiment une volonté du côté de Vladimir Poutine de reprendre les choses en main avec à la manœuvre son nouveau ministre de la Défense.